Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Pour l'Ukraine, est-ce qu'on parle d'un succès là, de cette rencontre en Arabie Saoudite? Succès tactique, très certainement, alors qu'il y a une dizaine de jours, on disait que rien n'était plus possible entre les États-Unis et l'Ukraine, que c'était rompu, et je ne me rallie jamais à ces scénarios définitifs, surtout dans le Trumpland ou dans le Trumpman Show, où une chose peut être niée le lendemain et dans certains cas le jour même, et c'est pas parce que tu l'as congédié comme il l'a fait la dernière fois qu'il ne sera pas bienvenu, M. Zelensky, prochainement à la Maison-Blanche, parce que conclusion de la journée, M. Trump a dit bien évidemment il sera le bienvenu s'il veut venir nous revoir à la Maison-Blanche. La seule question, évidemment, la seule variable, portera-t-il cette fois-là un costume, M. Zelensky? Peut-être que s'il y avait un cessez-le-feu, pour l'instant, on propose cessez-le-feu sur la mer et dans les airs, ça serait le prétexte pour dire on n'est plus tout à fait en guerre, donc je peux passer un costume. On verra en tout cas dans la symbolique comment ça se passe si jamais il retourne à Washington. Mais là, explique-nous quand même, parce que pour le public qui entend ça, un cessez-le-feu partiel et temporaire, tu te dis ouais, c'est-tu vraiment un cessez-le-feu ou c'est quand même un progrès, oui? C'est une manière de construire la confiance peut-être entre les belligérants russes et ukrainiens. Tu me demandais est-ce que c'est un gain pour l'Ukraine? Ben je pense que c'en est un tactique. D'abord parce que les ponts ne sont pas rompus. Clairement, les affaires avancent mieux et de façon peut-être plus durable quand ça se passe pas devant les caméras. Monsieur Rubio, le secrétaire d'État, a choisi de ne rien faire devant les caméras. 8 à 9 heures de discussion entre les délégations ukrainiennes et américaines. Zelensky était allé en Arabie Saoudite, mais ne participait pas directement à ces négociations. C'est son très puissant chef de cabinet, le ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, qui représentait le pays à la table de négociation, pour s'entendre avec les Américains sur une proposition qui va être là envoyée chez les Russes, qui en connaissent probablement déjà la substance. Le président Poutine n'a rien dit. Et il faut voir d'ailleurs qu'à ce jour, depuis des semaines, il n'a pas dit grand-chose. Lui, il se lèche les babines, il regarde, il voit les cartes se déployer sur la table et il n'y a pas eu à se commettre ou à trop annoncer ses couleurs, sinon pour dire un certain nombre de choses. Il y a ces lignes rouges, par exemple, jamais on ne permettra à l'Ukraine de faire partie de l'OTAN, mais tactiquement, les Ukrainiens donc sont là et surtout ont récupéré l'aide militaire américaine et le renseignement américain qui leur avait été interdit il y a à peu près une semaine parce que M. Trump avait clairement fait comprendre qu'il fallait faire pression pour qu'il s'installe à la table de négociation. Mais ça aussi, donc, ça paraît contradictoire. Là. Mets-toi dans la peau du public. T'entends qu'il y a un cessez-le-feu et que les États-Unis, dans ce satisfait là, de l'attitude de Zelensky, redonnent donc l'accès à leur renseignement stratégique et à de l'armement. Tu vois, mais là, c'était le cessez-le-feu, c'était le cessez-le-feu. Non, mais je pose les questions, mais je me dis, c'est complexe. Le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est pas opérant pour l'instant parce qu'on n'a pas la réponse des Russes et on a vu que jusqu'à la dernière seconde, l'un et l'autre des pays va essayer de prendre l'avantage. On parlera peut-être de Koursk dans quelques instants parce que ce qui se joue là est très important dans la négociation qui va venir. Mais les Russes ont attaqué au cours des derniers jours comme jamais, justement parce qu'ils savaient qu'ils avaient peut-être un avantage stratégique. Les Ukrainiens étant plus aveugles qu'ils ne l'étaient sans le renseignement américain. Puis les Ukrainiens, c'est pas un hasard si, avant de se présenter à la table de négociation hier, ont envoyé cette volée de drones sur Moscou. Alors, c'était plus ou moins précis. En fait, c'était beaucoup moins précis que plus. L'idée étant de dire, on a encore des moyens, on cultive une ambiguïté stratégique. Vous pensez qu'on est au bout, qu'on a rendu notre âme? Ben non, on a encore de quoi vous enquiquiner mortellement. Et c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens, puis c'est pas un hasard, c'était juste avant de s'asseoir. Alors, tu dis, est-ce que c'est contradictoire? Ce ne l'est pas, parce que les Russes n'ont pas répondu. Deuxièmement, c'est aussi pour les Américains une manière de faire pression. Alors, quand tu parles de compliqué, suis-moi bien, mais je crois vraiment, les Américains ont plus beaucoup de choses à négocier avec les Russes parce qu'ils ont en amont concédé beaucoup de ce qu'on soupçonnait que les Russes voulaient. Tu te dis, quand tu vas dans une négociation, tu as déjà donné beaucoup, puis c'est pas la méthode Trump. Pour ce qu'on en comprend, en général, il veut tout et il ne concède rien. Là, sur la table, évidemment, les Russes, c'est une puissance nucléaire qui se laissera pas intimider. M. Trump le savait, mais il a beaucoup donné.
en enlevant aux Ukrainiens le renseignement stratégique et en arrêtant d'approvisionner particulièrement en munitions les Ukrainiens. Il les affaiblissait, mais aussi il créait, disons-le en creux, une menace pour les Russes. Parce que s'il peut couper le robinet, il peut aussi rouvrir le robinet. Puis il pourrait même décider, dans un monde où les Russes font rien, d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine, parce que rien n'est impossible dans le monde de M. Trump. Et il est clair pour tout le monde qu'un effondrement total de l'Ukraine n'est évidemment pas dans les intérêts des Européens, puis n'est pas dans l'intérêt de Trump. Je pense qu'il serait un peu gros gens comme devant s'il fallait que du jour au lendemain, je pense pas que ça arriverait, les Ukrainiens sont capables de poser une résistance, mais s'il fallait que ça soit un effondrement de l'Ukraine, puis qu'on peut se dire c'est de la faute des Américains, c'est de la faute de Trump, je suis pas sûr que ça serait dans l'univers mental du président un gain d'aucune manière. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit aux Russes, si je suis capable de couper, je suis capable aussi de ramener les Ukrainiens en force et en capacité avec notre renseignement, avec notre aide militaire. Fait que c'est un levier là où il n'y en avait pas. Puis il s'est donné du levier en enlevant aux Ukrainiens un avantage et en leur redonnant hier. C'est là que tactiquement, je pense que les Ukrainiens ont très bien fait, parce que c'était la seule question au sortir du bureau ovale, quant à moi. C'était, est-ce que, au-delà de l'orgueil national qui a été fouetté, de la solidarité autour du personnage Zelensky qui s'est tenu debout, qui a dit non, va te répondre quand tu me dis une bêtise. Est-ce qu'ils avaient gagné? Ouais. Ben non, parce que si ton allié coupe l'aide militaire, t'as rien gagné. Et le peuple ukrainien n'est pas avancé. Là, au terme de la négociation, ben, ce qu'on sait, c'est que ils ont des moyens qu'ils n'avaient pas hier quand ils se sont présentés pour continuer à faire la lutte, dans l'espoir de se cesser. En fait, cessez-le-feu. C'est même pas un cessez-le-feu parce que on dit on suspend les activités dans les airs et sur la mer. Dans les airs, c'est important parce que c'est là que pour 30 jours, question de bâtir un peu de confiance et ça sera la première fenêtre, ou ça serait la première fenêtre, disons-le au conditionnel, pour négocier le cessez-le-feu qui fait que sur la ligne de front, on va arrêter de se taper sur la gueule. Évidemment, c'est un euphémisme. Puis peut-être qu'à terme, il y aura une entente de paix. Et je te parlais de Koursk, je termine là-dessus. C'est important parce que les Russes ont à peu près fini d'encercler les troupes ukrainiennes qui étaient dans cette portion du territoire russe qu'ont envahi les Ukrainiens en août dernier, espérant pouvoir faire un troc, échanger un bout de territoire russe contre des bouts de territoire ukrainien. Et là, les Russes, c'est une opération entreprise depuis très longtemps, ont à peu près encerclé. J'étais avec un ancien diplomate russe sur un plateau ce matin ici, qui connaît bien les affaires. Il disait, de notre point de vue, et c'est pas un Russe, il est réfugié en France, donc il ne parle pas pour le régime Poutine. Il disait, de notre point de vue, quand on regarde les éléments, c'est pas mal plié. C'est-à-dire que les Ukrainiens qui sont là sont en très mauvaise position. Et ça pourrait devenir bientôt des prisonniers qu'on va vouloir négocier pour les échanger. Donc, sur le terrain, la balance stratégique est en train de bouger aussi. Ce qui est beau là-dedans, c'est ce grand pays, cette grande démocratie porteuse de paix qu'est l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'on en retiendra, non? Pour Ben Salman, c'est extraordinaire pour lui, non? Alors moi, ça m'occupe depuis le début de ce qu'on a... La Croix-Rouge va déménager son siège social de la Suisse à l'Arabie Saoudite, non? Je pense pas qu'on soit tout à fait là. Ah, OK. Je me risque. Il y a des gains stratégiques pour Mohamed Ben Salman qui sont extraordinaires. Il est au cœur de tout. Quand on va se mettre à parler avec l'Iran, parce que M. Trump a dit que la prochaine étape, c'était peut-être de négocier une entente avec l'Iran, les Saoudiens vont jouer un rôle. Les Saoudiens qui ont normalisé depuis quelques années leur relation avec l'Iran. Il devient un acteur non seulement fréquentable, mais à peu près incontournable dans tout ça. Mais Stéphane, on ne veut pas m'étirer là-dessus, mais sur les réseaux sociaux, quand même, avant hier, des gens faisaient remarquer, l'image à l'appui, qui sait recevoir. Le président Zelensky a été mieux reçu en Arabie Saoudite, quasiment qu'à la Maison-Blanche, des drapeaux ukrainiens partout, tu sais, dans l'espèce de palais très, très chic, tu sais, que l'Arabie Saoudite fait les choses en grand. Puis on reçu d'une façon exemplaire. T'sais, pour les images données au monde entier, là, on reçu le président ukrainien avec tous les égards. Puis...
te rappelle quand même que si tu es un opposant saoudien au régime et que tu es reçu au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, tu peux aussi te retrouver à table, mais au menu en steak tartare, parce que c'est ce qui est arrivé à M. Khashoggi. Alors oui, pourquoi? Parce que les Saoudiens sont intéressés nécessairement par le rôle qu'ils jouent. C'est un peu la nouvelle Suisse, en fait. On se retrouve là pour négocier. Puis, plus encore, ils ont un énorme fonds souverain. Et il va y avoir un chantier de reconstruction massif. Où? En Ukraine. Et il y a BlackRock et les Américains qui sont très intéressés. Et je fais le pari que les Saoudiens aimeraient aussi participer à la reconstruction. J'en doute pas. Ben oui. Et un mot sur, c'est aussi pour faire leur revenu futur. Un mot sur la Roumanie. Ça fait pas mal de bruit là-bas. La disqualification d'un candidat aux élections. J'aurais voulu qu'on en parle dès décembre dernier, puis l'actualité faisait qu'à chaque fois c'était repoussé. C'est une affaire que je suis de très près. C'est Călin Georgescu qui a été disqualifié, qui est arrivé premier au premier tour des élections présidentielles avec un score de 23%. Personne ne l'avait vu arriver ou venir. Passé sous l'écran radar. Alors, on dira que c'est un candidat d'extrême droite, pro-Poutine, qui en plus fait du judo. Tu peux imaginer, si tu fais des images de judo comme Poutine, qui est opposé en partie, sinon en totalité, à poursuivre les hostilités en appuyant l'Ukraine contre la Russie. Donc, qui était positionné pour être un des deux candidats au deuxième tour, aux élections qui ont été suspendues à ce moment-là au nom du risque démocratique. C'est toujours délicat là, quand t'aimes pas le résultat d'une élection puis que tu la suspends. Là. Mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Et donc, élection suspendue, deuxième tour, disant qu'il y avait eu de l'ingérence de qui? Des Russes, à travers quoi? TikTok, qui appartient aux Chinois. Mais donc, le candidat, on pourrait même imaginer qu'il est la victime de cette ingérence parce que c'est quand même pas lui qui est aux manettes de TikTok, mais pensons-y bien, parce qu'on dit TikTok a altéré le cours de l'élection, ça fait qu'on doit d'abord suspendre. Et là, il y a la commission électorale qui a décidé qu'il ne pourrait pas se présenter. Point. Il y a des élections qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Il y en a appelé. Le plus haut tribunal hier du pays a dit non. Il y a aujourd'hui, parce que ça a fouetté évidemment les Roumains, parce que dans ce genre de scénario, il faut que tu te dises, donc, ceux qui ont voté pour lui la première fois se sont fait manipuler, se sont fait rouler, n'ont pas compris. Donc, ils sont victimes ou de TikTok ou de l'ingérence étrangère. Et ça se peut, ça existe. Est-ce que les Russes, en France, ailleurs, aux États-Unis, font aller leur pouvoir? Évidemment non. Pas moins sans doute que les Américains le font à plein d'endroits dans le monde. Je peux t'assurer qu'en ce moment, en Moldavie, les Américains et l'Europe doivent être très actifs comme ils le sont en Géorgie. Je sais pas si c'est de bonne guerre, mais c'est le monde dans lequel on vit. Mais le candidat, donc, aujourd'hui, a appris, enfin hier, en fin de journée, qu'il ne pourra pas se présenter. Et là, c'est plus 23%, c'est 40, 43, 44% des électeurs qui se sont fédérés autour de ce candidat rejeté en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la démocratie, c'est uniquement quand le candidat répond parfaitement aux critères qui ont été fixés? Et là, il y a des documents qui ont été publiés, il y a même des affaires qui pourraient aller un peu plus loin. Il y a eu perquisition au parti de M. Georgescu. Il a été arrêté et libéré. On ne sait pas exactement ce qu'on lui reproche. Le détail n'est pas tout à fait disponible, mais on sait que lui ne sera pas candidat. Et comme tu le disais, ça pose de vraies questions. Alors, s'il est un ennemi patenté de la démocratie roumaine, j'imagine qu'on l'apprendra à la faveur d'un procès. Mais en attendant, tu as quand même 40 quelques % des électeurs qui trouvaient que c'était pas le pire des candidats, non seulement qu'il était pas mauvais, mais que c'était plutôt pour lui qui s'enlignait, qui se font dire, désolé, mais la prochaine fois, il faudra que vous pensiez davantage. Il faudrait voter autre chose. Toujours délicat. Et merci Stéphane. Au revoir.